Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Let's Talk Innovation, notre échange interactif sur les innovations du paiement. Merci d'être avec nous. Hello and welcome everybody. Nous sommes ravis de vous accueillir en direct du siège mondial d'Edenred près de Paris. Et comme vous avez pu voir, nous sommes entourés de collègues, de collaborateurs d'Edenred et de Casino également. Voilà, moi je suis Annette Burgdorf, journaliste franco-allemande et je suis ravie d'être avec vous tous et avec mes deux invités. Bonjour, je vous présente donc Élie Dupré de Saint-Maur, directeur général marketing et stratégie d'Edenred. Bonjour Élie. Et Cyril Bourgeois, directeur des opérations chargé de la transformation digitale chez Casino. Bonjour Cyril. Et bonjour à vous tous, bien évidemment. Vous êtes tous connectés en direct partout dans le monde pour poser vos questions. Et d'ailleurs, vous pouvez déjà commencer à envoyer vos questions et continuer tout au long de cette émission. Et nous, on essaye de répondre au maximum de toutes vos questions dans le respect du timing. On a 1 heure. Maintenant, on connaît le format. Voilà, Élie, je vais commencer tout de suite par vous. Le titre de notre talk, c'est « Vers un monde sans cash ». Pourquoi on discute de cette problématique et en quoi vous êtes concerné? D'abord, comme vous le savez, Edenred est une société leader dans le secteur des transactions et des paiements dans le monde du travail. Avec plus de 2 milliards de transactions qui ont été gérées par Edenred en 2017 pour environ 26 milliards d'euros dans 45 pays. Donc d'abord c'est un sujet qu'on connaît bien et c'est un sujet sur lequel on est à la fois spectateur et acteur. C'est-à-dire spectateur de l'évolution du monde des paiements et de sa digitalisation croissante, mais aussi un acteur, parce que, comme vous le savez sans doute aussi, cette société a été créée dans les années 60 et elle a opéré pendant de nombreuses années ces transactions au moyen de tickets papier. Et puis, dans une deuxième phase, ces transactions se sont digitalisées rapidement, et ce qui fait qu'aujourd'hui, environ 80% des transactions qui sont gérées par Edenred le sont de façon digitale, que ce soit avec des cartes de paiement, du sans contact, du paiement mobile, du paiement par carte virtuelle. Et donc, on est très en contact, on va dire, avec l'évolution digitale des moyens de paiement. Qui est un enjeu de société aujourd'hui, cette évolution. Exactement, et c'est vrai que ce qui nous a donné envie aussi d'avoir ce débat aujourd'hui, c'est que quand on interagit avec nos clients, qui sont des clients entreprises d'abord, que ce soit des DRH d'entreprises de toute taille ou des patrons de PME. Quand on interagit avec eux ou quand on interagit avec nos partenaires commerçants, plus d'1 500 000 dans le monde, eh bien, quand on parle avec eux, on se rend compte qu'effectivement, la façon dont nous payons, la façon dont nous échangeons en tant que consommateurs avec les commerçants est un vrai sujet de société important et un sujet aussi important pour nos partenaires commerçants, puisque le sujet des paiements digitaux a un rôle en fait capital à jouer dans la simplification et la fluidification des échanges entre les consommateurs et les commerçants. Merci. Donc, on voit, Cyril, de plus en plus de paiements sans cash, dématérialisés. Vous observez la même tendance chez Casino? Bien sûr. En fait, on observe depuis des années une diminution progressive de la part des paiements en cash, à la fois dans nos magasins physiques et bien sûr online, par construction. Dans nos magasins physiques, le moyen de paiement privilégié, c'est la carte bancaire. En 2017, on estime que un peu plus de 50% des transactions en nombre se font avec une carte bancaire et un peu plus de 70% en montant. Et donc le cash et les chèques ont beaucoup diminué. L'autre phénomène majeur, c'est l'arrivée d'Internet dans les années 2000. Sur Internet, on ne peut pas payer avec du cash, on peut payer qu'avec une carte bancaire ou avec ce sera un peu difficile, compte. Ce sera un peu difficile. Enfin, on y reviendra, mais on pourra peut-être. Et en fait, la part des achats effectués sur Internet est toujours plus importante. On estime qu'en France, 21% des transactions se sont faites sur Internet, sur le non-alimentaire en 2017 et déjà 5,5% pour les achats alimentaires et la tendance est en forte hausse, plus de 10% par an. Et donc ça contribue à la diminution du cash. Et ce que j'anticipe pour les années à venir, c'est l'arrivée progressive du paiement par téléphone. On l'observe déjà pour les achats en ligne. Par exemple, chez Cdiscount, plus d'1 tiers des transactions se font directement depuis le téléphone. On sait que près de 6 millions de Français ont déjà utilisé leur téléphone pour payer une transaction, pour des montants qui ne sont pas négligeables, près de 700 € par an. C'est 8 fois plus qu'en Allemagne. Donc les Français, en termes de... Oui, mais on va revenir sur l'Allemagne, justement. Et ça va être une tendance majeure
y compris dans nos magasins physiques. Et les raisons sont en fait assez simples. Payer avec son téléphone, c'est plus rapide. C'est le fameux paiement one-click sur Internet. C'est plus pratique parce qu'on peut préenregistrer ses coordonnées de carte bancaire. C'est plus sûr. Et c'est aussi plus complet parce qu'on peut proposer des expériences enrichies aux gens qui payent avec leur téléphone. Et je pensais aussi un aspect, c'est plus propre aussi. C'est plus propre. Oui, c'est toucher l'argent. Mais justement, je suis allemande et donc je sais que les Allemands aiment bien, ils sont très attachés au cash. J'ai lu 80% des transactions sont effectuées en cash. Donc est-ce que vous pensez que les billets vont disparaître quand même un jour, ou il y a des pays où on les garde? Par exemple, grâce aux Allemands ou à cause des Allemands, on a aussi les billets de 500 €. Je pense qu'il y a des différences culturelles importantes s'agissant des paiements. Il y a certains pays, notamment européens, où le cash est encore très important. L'Allemagne, l'Italie, plus important qu'en France, l'Autriche. Mais c'est vraiment une question de temps. À l'inverse, il y a d'autres zones géographiques dans le monde. Vous voulez dire qu'on a un peu de retard? Dans ce domaine-là, peut-être un peu. Chacun paye comme il veut, mais en tout cas, je pense que la grande tendance, c'est quand même la disparition du cash à un horizon qu'il est toujours compliqué de définir, mais on voit que dans les pays asiatiques qui sont un peu en avance de phase, le cash a pratiquement disparu. Ouais. Est-ce qu'on peut rester d'abord un peu en Europe? Parce que là, il y a des grandes disparités. Alors, peut-être quelques mots qu'on peut préciser là-dessus. Alors d'abord, je pense que la première chose qu'il faut dire, c'est que très factuellement, on voit effectivement une adoption quand même croissante et assez rapide des moyens de paiement digitaux qui tendent à faire penser qu'on va effectivement vers un monde sans cash. Mais c'est vrai que ça s'exprime de façon très différente pays par pays. Donc on a cité l'Allemagne, on va dire plutôt en bas de tableau, on va dire en termes d'utilisation des moyens de paiement digitaux, en tout cas aujourd'hui. En revanche, des pays d'Europe du Nord comme le Danemark ou la Suède sont très en avance là-dessus. Je crois avoir lu récemment qu'on est aujourd'hui à moins de 1% des transactions effectuées par les Suédois qui le sont encore en cash. Et c'est absolument les leaders, voilà. je crois, dans ce domaine-là. Exactement, la Suède. De très important. Et puis je pense que l'autre chose aussi qu'il faut préciser, c'est on assiste aussi à un foisonnement du nombre de nouvelles façons de payer de façon digitale. Premièrement, et deuxièmement, on assiste à une adoption par les utilisateurs, par les consommateurs, de plus en plus rapide de ces nouvelles façons de payer de façon digitale. Et je prends un exemple qu'on connaît bien chez Edenred, qui est l'exemple du marché espagnol, qui est un marché en fait très propice au développement du paiement mobile. Quand on regarde en fait ce qui se passe sur le marché espagnol, c'est très intéressant. Si vous prenez l'histoire d'Edenred historiquement, on va dire, il fallait à peu près 1 an pour migrer 10% de la base utilisateur de l'utilisation d'un ticket papier à l'utilisation d'un paiement par carte. D'accord, donc à peu près 1 an pour migrer 10%. Si vous prenez le cas de l'Espagne et de l'étape suivante, c'est-à-dire migrer les utilisateurs de l'utilisation d'un paiement carte à du paiement mobile, eh bien pour migrer les 10 premiers % d'utilisateurs de nos solutions en Espagne vers le paiement mobile, ça a pris seulement 3 jours. Et donc là, vous voyez bien la très grande rapidité d'adoption des nouveaux usages. Qui, à mon avis, fait écho à un dernier phénomène qui est très important et qui soutient, on va dire, l'adoption croissante des paiements digitaux en général, qui est le phénomène générationnel. C'est-à-dire que quand vous prenez les nouvelles générations qui arrivent sur le marché de l'emploi, sur le marché du travail, qui deviennent des nouveaux consommateurs, etc., eh bien ces générations-là sont nativement digitales et donc vont considérer de façon extrêmement naturelle l'utilisation de moyens de paiement digitaux. Donc ça soutient clairement, on va dire, la montée en puissance des paiements digitaux. J'ai une question un peu personnelle. Vous, quels sont vos outils de paiement? Alors moi, j'utilise, quand je suis dans les magasins physiques, ma carte bancaire, l'essentiel du temps. Le sans contact, quand mon panier est inférieur à 30 €, j'essaie d'utiliser aussi peu que possible les chèques. Et quand je paye sur Internet, je paye évidemment avec ma carte ou avec un compte de monnaie électronique type PayPal. Voilà. J'ai malheureusement pas de ticket resto. Et vous? Ça te serait tardé. Ah oui. Alors moi je suis devenu un assez grand fan du paiement mobile en fait depuis que j'ai rejoint Edenred. Je me suis pas mal intéressé à ce sujet, notamment pour sa praticité et pour sa sécurité, parce que Cyril l'évoquait tout à l'heure, mais c'est vrai que un paiement mobile offre une sécurité encore supplémentaire en fait à une transaction carte, notamment à travers l'identification biométrique du porteur du moyen de paiement. Moi, par exemple, je suis comme vous, mais de temps en temps, on est obligé de payer par chèque, par exemple.
je trouve. Les activités des enfants, par exemple, les inscriptions c'est vrai que c'est un phénomène, chez les médecins. C'est un phénomène encore très français, en fait. C'est une des spécificités nationales françaises. Exactement. On estime qu'il y a environ 70% des chèques émis en Europe qui sont émis en France. Donc voilà, la France est encore... L'Allemagne est attachée à son cash, la France est encore attachée à ses chèques. À ses chèques, ok. Nous-mêmes en France, on doit encore payer par cash chez certains petits commerçants quand les paniers sont très faibles. Oui. Ah oui. Je voulais continuer le tour des géographies, en fait, Cyril, parce que je sais que vous, et Edenred également, vous êtes très présent en Amérique latine. Alors, quelle est la situation là-bas? On est très présent en Amérique latine. On est le premier distributeur alimentaire au Brésil et le deuxième distributeur non alimentaire. On est le premier distributeur en Colombie. On est également présent en Uruguay, en Argentine. Le Brésil nous fournit un bon exemple et ce que disait Elie est très vrai. Il y a un sujet générationnel. En fait. Au Brésil, toutes les conditions sont réunies pour une adoption très rapide des modes de paiement digitaux. La population est jeune, elle est très équipée en smartphone. Plus de 70% des Brésiliens ont un smartphone. Elle est fortement bancarisée. 85% des Brésiliens sont bancarisés et elle passe plus de 4 heures par jour sur son téléphone, ce qui est énorme. En France, par comparaison, on passe à peu près 2 heures par jour, ce qui est déjà beaucoup, mais moins que les Brésiliens. Les initiatives digitales qu'on a pu lancer rencontrent un gros succès au Brésil. Par exemple, on a lancé il y a 1 an à peu près une application qui digitalise la carte de fidélité et les bons de réduction. Elle a déjà été adoptée par 5,5 millions de nos clients fidèles et le succès est tel qu'on réfléchit à supprimer le catalogue papier, ce qui est le rêve du distributeur et ce qui montre bien qu'on y est, la digitalisation totale de la relation. Si on prend, je pense que le paiement viendra dans le prolongement de la digitalisation de cette expérience d'achat. Les gens se sont habitués avec les achats online à payer sans cash et ils veulent la même qualité d'expérience dans les magasins physiques, c'est-à-dire sortir son téléphone et payer très très vite sans avoir à manipuler du cash, une carte bancaire, à faire un code PIN. Et c'est la raison pour laquelle on essaye progressivement de proposer une expérience très complète. Et l'objectif ultime, c'est de remplacer le portefeuille qu'on a tous connu. Hein. Dans mon portefeuille, j'ai une carte bancaire, j'ai différentes cartes de fidélité, j'ai du cash, j'ai des bons de réduction, j'ai éventuellement un ticket de caisse que je garde pour faire mes comptes. Avec le digital, on peut proposer dans une seule et même application l'ensemble de ces éléments. On l'a fait chez Casino avec une application qui s'appelle Casino Max où les clients peuvent enregistrer une carte bancaire pour payer en un seul clic, digitaliser leur carte de fidélité, avoir leur ticket de caisse dématérialisé, mettre leur liste de courses, etc. Hyper pratique. Voilà. Et c'est en fait cette expérience combinée, complète, qui à mon avis favorisera l'adoption rapide du paiement avec le téléphone dans les magasins physiques. Ok, super. Elie, je sais que vous étiez récemment en Chine, donc c'est toujours intéressant de voir ce qui se passe ailleurs. En Chine, quelle est la situation et peut-être plus globalement en Asie? Oui, alors, on est là aussi sur un continent où on voit une adoption absolument massive des moyens de paiement digitaux, notamment à travers les wallets, donc les portefeuilles, les porte-monnaies électroniques, qui se développent sur la base de la technologie QR code. Vous savez, ces petits codes barres à 2 dimensions qu'on voit émerger un peu partout. Et alors là, effectivement, une adoption très très massive, en particulier en Chine avec WeChat et Alipay par exemple. Et alors, ce qui est intéressant aussi là, c'est exactement le même point, comme quoi les tendances vraiment se rejoignent. Ce que font très bien les acteurs qui font ça en Chine, c'est la livraison d'un écosystème de services autour du paiement, qui vient enrichir l'expérience et favoriser l'adoption du paiement digital. Et pour vous donner un exemple très concret, donc quand j'étais effectivement à Shanghai il y a quelques semaines, on était avec l'équipe locale d'Edenred Chine, et puis on est sorti un peu se balader dans la rue, et je me suis aperçu à ce moment-là que la directrice générale de notre filiale là-bas, eh bien, quand elle sort dans la rue, elle sort sans portefeuille, sans sac à main. Elle a juste en fait en bandoulière, littéralement, elle a en bandoulière son smartphone, parce qu'elle a pris l'habitude de faire absolument tout avec son smartphone, y compris payer.
Donc là, c'est intéressant parce que ça va venir chez nous. Ah, mais exactement. Et l'apprentissage pour nous, c'est exactement celui qu'évoquait Cyril, c'est-à-dire le fait que si on veut favoriser l'adoption des moyens de paiement digitaux, il faut venir avec quelque chose d'autre que le paiement. Il faut venir avec des services à valeur ajoutée. Et c'est ce qu'on fait dans les applications Edenred par exemple, où on va donner la possibilité de retrouver son code PIN, la possibilité de localiser les commerçants partenaires, la possibilité d'avoir des notifications en temps réel quand le compte est rechargé par l'employeur, etc., etc. Et ça, c'est vraiment la clé pour l'adoption. J'ai l'impression plein d'innovations en fait dans ce domaine-là. Je voudrais prendre quelques questions parce qu'on a reçu déjà plein de questions. D'ailleurs, grand merci. Charlotte, donc un monde sans cash est-il vraiment possible pour tous? L'accès n'est pas restreint aux utilisateurs les plus équipés, entre guillemets smartphone, tablette, portable. Alors oui, ça on va. Je crois qu'on va y venir juste après, mais c'est un point qui est très important. Ce qui est intéressant de constater, c'est que l'émergence et la disponibilité des nouvelles technologies de paiement, couplées à l'accès par le plus grand nombre au téléphone mobile, eh bien, est une opportunité vraiment formidable d'aller donner accès au plus grand nombre à des services financiers et finalement à sortir du cash, parce que le sujet pour un très très grand nombre de personnes dans ce monde, qu'on estime environ à 2 milliards, eh bien, qui sont des personnes non bancarisées, leur sujet, leur problème, c'est qu'elles ont accès au cash, mais elles n'ont pas le choix, c'est-à-dire qu'elles n'ont que accès au cash. Et elles sont de fait exclues d'une partie de plus en plus importante de l'économie, qui est une économie digitale où on paye avec des moyens de paiement digitaux. Et donc là, il y a un vrai sujet de ce qu'on appelle d'inclusion financière. C'est exactement. Et la bonne nouvelle, c'est que les nouvelles technologies de paiement et l'adoption croissante du mobile est vraiment une formidable opportunité pour tous ces gens-là de pouvoir avoir accès aux circuits de paiement digitaux, qui sont les circuits d'aujourd'hui, et qui, si on n'y a pas accès, créent véritablement une exclusion. Donc ça, c'est un vrai sujet pour vous? Ah oui, l'inclusion financière. Ah oui, d'abord c'est un sujet pour les autorités publiques, parce que il y a beaucoup d'autorités publiques qui ont compris ça dans le monde, et on estime je crois qu'il y a plus de 50 banques centrales dans le monde qui se sont emparés de ce sujet-là en se disant l'inclusion financière est un sujet important pour les aussi les entreprises privées. Voilà, et les acteurs du privé ont également leur rôle à jouer là-dedans. Et justement, vous avez des exemples à donner? Exactement. Alors il y a un programme qu'on aime beaucoup chez Edenred, qui est un programme qu'on a mis en place à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, à travers lequel on propose aux entreprises de pouvoir payer leurs salariés non plus en cash comme elles le faisaient jusque-là, mais à travers une application et une carte de paiement qui est associée, et qui va venir donner accès à ces salariés, qui sont en général des travailleurs du bâtiment à Dubaï, et qui sont extrêmement nombreux, venir leur donner accès à tout un tas de services financiers de base, qui sont extrêmement simples, mais desquels ils étaient exclus jusque-là. Donc des choses comme pouvoir payer en magasin avec sa carte, pouvoir payer sur Internet, mais aussi pouvoir transférer de l'argent à l'étranger, etc., etc. Et ça, c'est une véritable dynamique d'inclusion qui se met en place. Et on parle de quelque chose qui est d'une dimension quand même assez massive, puisque à l'échelle de Dubaï, qui est quelques millions d'habitants, là on parle de plus de 600 000 salariés qui sont maintenant payés avec ce mode-là à Dubaï. Et donc on est véritablement sur un programme qui fait bouger les lignes de l'inclusion financière à Dubaï. Parlons justement dans ce grand thème-là, le e-commerce. Vous êtes un expert du e-commerce. Quelles sont les grandes tendances là? Parce qu'on a parlé de l'inclusion financière, ou de l'exclusion, parce que justement ce problème se présente là. Non, mais c'est un problème majeur pour nous. Alors, comme je disais tout à l'heure, sur Internet, on ne peut payer qu'avec une carte bancaire ou avec un compte de monnaie électronique, et se trouvent exclus de fait tous les gens qui payent en cash ou qui sont encore un peu réticents à l'idée d'enregistrer des coordonnées bancaires sur Internet. Donc nous, évidemment, c'est un gros enjeu que de proposer à ces consommateurs potentiels des alternatives. L'alternative la plus commune aujourd'hui, c'est d'alimenter un compte de monnaie électronique avec du cash, en allant dans un point de vente, un bureau de tabac, demain les magasins du réseau Casino, pour pouvoir mettre du cash et ensuite utiliser ce cash pour payer directement sur Internet. Et c'est un vrai sujet d'inclusion financière, puisque les prix sur Internet sont de manière générale un peu moins élevés que dans les magasins physiques, et donc précisément ces gens qui n'ont pas accès au réseau bancaire sont souvent les plus fragiles, et c'est intéressant de leur proposer la possibilité de payer sur Internet. Très bien. Je prends encore quelques questions. Donc de Jean-Louis, quelles sont les contraintes à voir le cash disparaître? Il ne peut pas y avoir que des avantages. Y a-t-il que ça se fasse au détriment d'emplois? Donc
Question intéressante. Oui, alors, enfin, moi, si je prends le sujet on va dire du coût complet de la détention du cash, Ouais. alors je suis pas forcément qualifié pour répondre sur l'impact sur la création d'emplois. En revanche, ce qui est très clair, c'est que d'abord, on estime à peu près entre 5 et 10% le coût économique de détention du cash par la société, parce que du cash, on doit l'imprimer, Ouais. on doit le transporter de façon sécurisée, on doit le convertir quand on change d'espace monétaire, on doit le convertir si on veut le remettre dans le circuit des paiements digitaux. Et puis évidemment, du cash, ça se perd, ça se vole, et malheureusement de façon irrémédiable. Donc ça, c'est le coût économique. Ouais. Vous avez parlé d'ailleurs tout à l'heure en introduction du coût environnemental. C'est vrai que quand on prend un tout petit peu de recul, ça paraît un peu surréaliste de se dire qu'aujourd'hui, en 2018, on a des camions qui consomment de l'essence et qui émettent du CO2 et qui transportent des bouts de papier. Ouais. Qui servent à payer, parce que en fait c'est ça, hein, c'est ça qui se passe. Et donc ça paraît presque paradoxal de dire ça, mais c'est vrai qu'il y a un coût, on va dire environnemental qui est assez important. Et on l'a d'ailleurs mesuré très bien chez Edenred, puisque quand on a commencé à passer des tickets papier au paiement par carte, on avait fait des mesures d'impact environnemental et on a constaté que ce passage vers les paiements plus digitaux baissait, si je me souviens bien, de 64% notre émission de gaz à effet de serre et de 86%, et de 86% la consommation de matières naturelles. Ouais. Donc on est quand même sur un impact qui est très important. Ouais. Et là, il y a un dernier impact qui va peut-être répondre un peu à la question qui a été posée dans le coût que représente le cash. On pourrait parler d'un coût sociétal, c'est-à-dire que quand vous avez du cash, évidemment, il y a un phénomène qui est très lié à ça, qui est l'économie informelle. L'économie souterraine, l'économie informelle, qui génère quoi? Qui génère moins de rentrées fiscales en termes de TVA pour une autorité publique, quelle qu'elle soit dans le monde. Et quand il y a moins de rentrées sur la TVA, évidemment, une autorité publique, elle va chercher à équilibrer son budget. Et donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va augmenter les impôts sur les sociétés et augmenter les impôts sur les individus. Et donc là, on a aussi un coût indirect, mais qui est très significatif. Ouais. Et les paiements digitaux, c'est vrai, sont une façon de formaliser davantage l'économie. Et quand on formalise l'économie, on collecte plus de TVA et on a moins besoin d'augmenter l'impôt sur les individus et les sociétés. Au détriment d'emplois, c'est aussi quand même les imprimeries qui vont fermer, tous les transporteurs de fonds, toute la sécurité. Il y a quand même, ça peut être un sujet important. Exactement. Si alors, ça, c'est l'histoire du capitalisme. Hein, c'est-à-dire que l'histoire du capitalisme est une histoire de destruction et création. Et donc, c'est Schumpeter. Exactement. Félicitations. Et donc effectivement, l'avènement du digital, détruit des emplois et crée d'autres emplois. Et donc là, si on parle effectivement de la manipulation du cash, qui aujourd'hui effectivement représente des emplois, eh bien ces emplois, à la faveur de l'émergence des paiements digitaux, vont disparaître et d'autres vont se créer. Et d'ailleurs, si vous allez en Suède, où il y a seulement 1% des transactions, on l'a dit, qui sont réalisées en cash. Regardez le taux de chômage en Suède, et je pense que c'est la meilleure preuve qu'on peut largement créer de l'emploi. Avec l'innovation, on peut créer de l'emploi. Donc, si j'ai bien compris, vous dites le coût du cash est plus élevé que le coût du paiement dématérialisé, c'est ça? Surtout quand on considère son coût total. C'est-à-dire qu'il faut bien regarder le coût total de la détention, le transport, l'impression, etc. On prend rarement tout ça, en fait. Le coût environnemental et le coût sociétal. Voilà. Ok, ça s'accumule. Vous avez tout à l'heure, Cyril, vous avez mentionné, vous, de l'économie souterraine. Donc, on parle toujours de sécurité. Est-ce qu'on peut parler de fraude de cartes bancaires? Où on est aujourd'hui dans la sécurité, parce qu'on en parle quand même pas mal. Bien sûr. C'est un sujet qui est largement fantasmé. Il y a quelques fraudes, mais de manière générale, les moyens de paiement digitaux ont permis de renforcer considérablement la sécurité des moyens de paiement. Je crois qu'elle le disait, mais si vous faites voler votre portefeuille, les billets qui sont dedans, ils vous appartiennent plus à l'instant de raison où vous n'avez plus votre portefeuille. Et vous n'avez aucun moyen de prouver que ce billet vous appartient parce qu'il n'est pas nominatif. Une carte bancaire, la grande particularité d'une carte bancaire, c'est qu'elle est nominative, que vous avez un code à taper, que vous avez un IBAN, que vous avez un certain nombre d'informations qui permettent de vous authentifier. Et les nouvelles technologies nous apportent des moyens d'authentifier de manière beaucoup plus sûre les gens. C'est la double authentification, c'est le Touch ID, c'est le Face ID qui arrive massivement et qui permettent de s'assurer que la personne qui utilise ce moyen de paiement est bien cette personne.
Ok, oui, ça c'est important. Là, j'ai un témoignage. Après 3 piratages en un an, j'ai arrêté d'utiliser le sans contact de ma carte et le piratage s'est arrêté. Comment arriver à protéger et accompagner les consommateurs dans l'évolution de ces nouveaux moyens de paiement? Alors d'abord, ça se fait d'abord par ce qu'évoquait Cyril, c'est-à-dire la mise en place de systèmes de plus en plus intelligents dans la détection de la fraude. Donc avec des technologies comme l'intelligence artificielle qui permet on va dire, de se rendre compte beaucoup plus vite qu'avant qu'un moyen de paiement digital est en train d'être utilisé de façon anormale. Donc ça, c'est des choses que nous on pratique au quotidien chez Edenred, c'est-à-dire la détection des comportements des moyens de paiement qui peuvent préfigurer, on va dire, un acte frauduleux. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très important, dans lequel on investit massivement. Les populations chez nous, chez Edenred, sur nos 8000 collaborateurs, les populations IT et sécurité, c'est la première population d'employés d'Edenred parmi nos 8000 collaborateurs. Et alors pourquoi c'est un sujet très important? C'est un sujet très important parce que l'adoption d'un nouveau moyen de paiement, quel qu'il soit, vient avec la confiance. Les consommateurs doivent avoir confiance. Et pour avoir confiance, il faut de la sécurité. Et donc c'est pour ça que un acteur des paiements comme Edenred, pour un acteur des paiements comme Edenred, la sécurité est vraiment au cœur de tout ce qu'on fait. Parce que la sécurité génère de la confiance et parce que la confiance génère de l'adoption. Oui, et c'est justement, je sais que les Allemands, pourquoi ils sont attachés au cash? Parce que c'est une question de confiance. C'est une question de confiance. Ils ne sont pas encore convaincus que c'est totalement sécurisé. Donc, c'est un sujet très important. Côté sécurité, je voudrais savoir, parce qu'on parle des crypto-monnaies, alors qu'est-ce que vous en pensez de la sécurité des crypto-monnaies ou plus globalement comme nouveau moyen de paiement? Alors d'abord, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'aujourd'hui, les crypto-monnaies sont quand même très peu acceptées comme moyen de paiement, à part le Bitcoin. Aujourd'hui, à part le Bitcoin sur quelques sites, et c'est largement des effets d'annonce. Il y a deux choses intéressantes à relever. Les grands cas de hacking récents, ils concernent des plateformes de trading de crypto-monnaies qui justement n'étaient pas bien sécurisées, ce qui a mis au jour l'importance de bien sécuriser les e-wallets de crypto-monnaies que les gens pouvaient détenir. Les plateformes ont fermé depuis. L'autre aspect, et ça c'est intéressant, c'est que les crypto-monnaies remettent en cause la façon dont on a géré les moyens de paiement jusque-là, c'est-à-dire la centralisation, l'État régalien, c'est quand même l'une des caractéristiques des États régaliens aujourd'hui, qui battent monnaie, et le système bancaire qui est aujourd'hui organisé par les États. Or, les crypto-monnaies viennent remettre en cause cette idée de la centralisation en proposant une alternative décentralisée et très sécurisée grâce à la cryptographie. Et donc, c'est encore un peu tôt pour faire des pronostics, mais les crypto-monnaies vont peut-être s'imposer parce qu'elles proposent des choses très intéressantes, des transactions, en tout cas pour certaines d'entre elles, très rapides, mondiales par construction, il n'y a plus de frontières, des wallets très sécurisés grâce à la cryptographie et à l'intelligence. Et donc il n'est pas impossible que dans quelques années, si on débat, on débattra de l'adoption massive des crypto-monnaies. Mais justement, comment vous vous adaptez à ces changements, à ces évolutions? Comment vous accompagnez l'arrivée de crypto-monnaies, peut-être massivement? La façon dont on le regarde, en tout cas chez Edenred, c'est qu'on essaie de garder la tête froide par rapport à, on va dire, à un effet de mode certain sur la blockchain et sur les crypto-monnaies. La façon dont on le regarde, en fait, c'est que quand on regarde les phénomènes qui sont à l'œuvre dans le monde de la fintech aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que les acteurs qui ont du succès sont des acteurs qui ont bien compris qu'aujourd'hui, dans, on va dire, la conception de nouvelles façons de payer et dans l'adoption de ces nouvelles façons de payer par les utilisateurs, le sujet de la disponibilité de la technologie n'est plus un sujet. C'est-à-dire que la technologie, elle est disponible. Vous voulez faire de la blockchain, vous faites de la blockchain. Vous voulez faire de la carte, vous faites de la carte. Vous voulez faire du mobile, vous faites du mobile. Donc la question n'est pas là. La question est plutôt sur est-ce que vous avez bien compris les points de souffrance, ce qu'on appelle les pain points en anglais, de vos utilisateurs, premièrement, et deuxièmement, est-ce que vous êtes capable d'aller vite sur le marché et d'aller sélectionner les briques de technologie qui sont disponibles pour venir avec une offre bien packagée et qui vient bien répondre aux préoccupations de votre consommateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, aujourd'hui, quand on regarde le phénomène blockchain, on pense que c'est pas quelque chose qui peut nous servir. En revanche, évidemment, on est en veille sur le sujet et le jour où il y aura des cas d'usage de la blockchain qui seront pertinents
pour nos utilisateurs, évidemment, on ira chercher cette technologie sur étagère et on l'intégrera dans nos solutions. C'est ce qu'on fait aujourd'hui avec un partenaire comme Mastercard, c'est ce qu'on fait avec beaucoup de partenaires technologiques qu'on vient intégrer dans nos solutions. Aujourd'hui, on juge que c'est pas encore mûr et que c'est pas encore pertinent et que ça n'apporte pas assez. Le jour où ça le sera, on fera comme toutes les boîtes qui ont du succès dans la fintech, c'est-à-dire qu'on ira chercher la technologie là où elle est disponible, on l'intégrera dans nos applications à ce moment-là. Ok, je prends encore quelques questions. Donc, avons-nous encore besoin d'objets pour payer? Pour l'instant, on a besoin d'identification, où il y a plein de tests, et voir des trucs qui sont live, notamment en Asie, avec du paiement par reconnaissance faciale. Donc non, la technologie nous permet aujourd'hui de payer sans avoir un objet. Ce qui compte, c'est d'identifier un porteur de moyen de paiement de façon sécurisée. Et donc, ça peut être un objet, comme c'est le cas avec la carte et les différents avatars de la carte, les montres connectées, un téléphone, etc. Et ça peut être des paramètres biométriques. La monnaie permet de donner aux plus démunis. Le digital peut-il permettre d'encourager ce genre d'initiative? Mais, tout à fait, je crois avoir entendu parler, je ne sais plus bien où, mais de premières applications où on peut commencer à faire la quête à l'église avec des moyens de paiement digitaux. Je ne sais plus où c'est, mais j'ai entendu parler de ça. Donc je pense tout à fait qu'on peut encourager, notamment parce qu'on est sur quelque chose de des actes de paiement qui sont très faciles, on l'a dit tout à l'heure, et qui permettent donc de donner facilement. Ouais, entièrement d'accord. Nous, il y a des distributeurs qui proposent à leurs consommateurs la possibilité d'utiliser leur cagnotte fidélité pour donner à des associations de manière très simple, en un clic. Et c'est en effet beaucoup plus simple que les moyens dont on disposait jusque-là, envoi d'un chèque, c'est vous qui le disiez, mais envoi d'un chèque, plus long et plus... Je pense à un autre exemple plus proche de la réalité d'Edenred. On offre maintenant la possibilité à nos utilisateurs, quand ils ont encore un stock de tickets restaurants en fin d'année par exemple, de pouvoir, dans leur application, de façon très digitale, de pouvoir en faire don aux œuvres, et en particulier à la Croix-Rouge, si je me souviens bien. Et on a constaté une très forte augmentation en fait de ces dons avec l'évolution de l'adoption de la carte ticket restaurant. Oui, vous avez aussi des initiatives? Oui. Chez Casino, comme ça, très bien. Quid des générations qui ne baignaient pas dans le monde digital, les seniors, par exemple? C'est une anecdote, mais je circule souvent dans nos magasins. Et un jour, j'étais dans un magasin dans le sud de la France, à Cannes, et je vois un senior qui devait avoir entre 70 et 80 ans, payé avec l'application dont je parlais tout à l'heure, Casino Max. Donc je lui pose deux, trois questions, et il m'a vraiment chaleureusement remercié. Il m'a dit jusque-là, j'avais peur de venir avec mon portefeuille, ma carte bancaire, du cash, etc. Et maintenant, je viens sereinement dans le magasin avec mon téléphone. Avec mon téléphone, exactement, avec mon téléphone. Et j'ai plus peur de venir et je paye avec mon téléphone. Et en fait, c'était un cas d'usage auquel j'avais pas du tout pensé. Et apparemment, quand on interroge les caissiers et les caissières de nos magasins, c'est assez courant. Des personnes âgées qui utilisent l'application justement parce qu'elles le perçoivent comme quelque chose de plus sécurisé que les moyens de paiement qu'elles utilisaient jusque-là. Bon, de l'autre côté, il y a quand même beaucoup de seniors aussi qui refusent d'utiliser ça. Donc justement, ce qui est intéressant, c'est que ça fait le lien avec ce que vous évoquiez tout à l'heure, une autre question qu'on avait, je crois, sur l'impact sur l'emploi. Quand on a effectivement des générations plus seniors qui sont moins habituées, on va dire, à utiliser des moyens de paiement digitaux, ça pose la question de la formation et de l'éducation. Et d'ailleurs, c'est une question qui se pose par exemple pour la déclaration électronique des impôts. Vous avez des personnes seniors qui sont confrontées à ça, qui n'ont jamais déclaré leurs impôts sur Internet, ça pose un certain nombre de challenges, et en fait, ça crée de l'emploi. Ça crée de l'emploi de formation, d'éducation, d'assistance. Et je ne serais pas surpris, par exemple, j'ai pas été vérifié, mais qu'en Suède, avec 1% de transactions cash, il y ait tout un bassin d'emploi qui se soit créé autour de l'accompagnement des seniors suédois dans l'utilisation des moyens de paiement digitaux. Oui, à d'autres endroits qui est un peu créé. Oui. Très bien. J'ai une question pour Cyril. Bompard, PDG d'un groupe concurrent, reconnaissait à la radio récemment ne pas avoir su saisir ce tournant numérique. Vous pensez que Casino est prescripteur dans ce domaine? Oui, j'en suis convaincu. D'abord, on a la chance d'avoir ces discounts dans le périmètre depuis des années.
ce qui nous permet de très bien connaître le monde du digital. Ouais. Cdiscount, pour ceux qui nous écoutent, c'est le deuxième e-commerçant français. C'est 20 millions de visiteurs uniques chaque mois, et donc ça nous permet d'avoir une très bonne compréhension du monde digital, et en particulier, puisque c'est ça dont on parle aujourd'hui, des moyens de paiement digitaux. Et on a développé des initiatives omnicanales depuis le début. La principale d'entre elles, et c'était la première historiquement, c'était le fait de proposer à nos clients la possibilité de retirer leurs produits, et en particulier les produits lourds, dans les magasins du groupe. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles Cdiscount est si fort dans le domaine du gros électroménager. Et Amazon, par exemple, n'est pas présent dans ce domaine-là. Et on a, par exemple, récemment déployé des corners Cdiscount dans des magasins géants pour proposer aux clients une expérience complète. Il vient dans le magasin, il voit les produits, il peut soit, pour certains d'entre eux, les acheter directement et repartir avec, soit les commander pour se les faire livrer chez lui ou pour venir les récupérer le lendemain dans le magasin. Et donc, je pense que dans le domaine du digital et de l'omnicanalité, le groupe Casino a un temps d'avance par rapport à ses concurrents. Là, je cite la France, mais c'est aussi le cas au Brésil et en Colombie. Au Brésil, on est un acteur e-commerce très important dans le non-alimentaire, avec Via Viarejo et et là aussi, ça nous a permis de développer des initiatives omnicanales et de bien comprendre ce qu'était le monde du digital et quelles étaient les nouvelles attentes des clients. On a un exemple, en quoi Internet a changé le monde du paiement. Quand on paye sur Internet, on paye en un clic, on a déjà enregistré sa carte bancaire, c'est une expérience extrêmement fluide et on a du temps à consacrer à d'autres choses qu'au paiement en lui-même. Quand on est dans un magasin, qu'il faut aller tirer de l'argent au distributeur, payer, recevoir sa monnaie, faire la queue, l'expérience est différente. Et donc ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, c'est d'introduire, et c'est ça la tendance lourde du marché, c'est d'introduire dans nos magasins les meilleures pratiques d'Internet auxquelles les consommateurs se sont complètement habitués. Ok, juste une question parce qu'en fait, quand on regarde ce monde digital, on voit quand même qu'il y a des petits acteurs qui arrivent. Est-ce que vous travaillez avec eux? Comment ça se passe? Et des nouveaux concurrents aussi? Oui, tout à fait. On a depuis pas mal d'années maintenant chez Edenred une politique d'open innovation à travers laquelle on collabore avec l'écosystème des startups, que ça soit de façon indirecte, par exemple avec un partenariat avec un fonds d'investissement qui s'appelle Partech, qui est un fonds très actif dans le monde de la technologie, ou à travers nos propres efforts. On a lancé il y a maintenant 6 ans notre propre fonds d'investissement interne chez Edenred qui s'appelle Edenred Capital Partners, à travers lequel on prend des participations dans des startups qui gravitent dans l'univers d'Edenred. Et pour nous, c'est une source formidable d'apprentissage, de compréhension de ce qui se passe, des initiatives qui marchent, de celles qui échouent aussi, parce que c'est très important de comprendre ce qui échoue. Et on en tire énormément de valeur. Et puis plus récemment, toujours dans le même domaine, on a lancé une 3e initiative qui s'appelle Edenred Factory, qui est une initiative à travers laquelle on propose à nos collaborateurs de devenir eux-mêmes des entrepreneurs et en les incubant et en leur donnant, on va dire, les moyens de réaliser leur rêve d'entrepreneur. Donc en fait, oui, c'est quelque chose de très important. C'est aujourd'hui essentiel pour survivre, non, dans ce monde digital de plus en plus. Oui, on est obligé, vous également. D'où vient chez vous l'innovation, en fait, justement dans le domaine digital? Il y a plusieurs sources, comme le disait Elie. On collabore avec de nombreuses startups et on essaie d'être en permanence à l'écoute des tendances du marché et des solutions qui émergent. Et donc, ce que je vous décrivais tout à l'heure, l'application, elle a été construite avec différents partenaires extérieurs qui nous apportent leurs briques technologiques, leurs compétences. Et ça, c'est très, très important aujourd'hui d'être très ouvert et d'accepter que ce soit la combinaison des forces qui fasse une solution, une expérience client. Ne pas tout faire soi-même. Ne pas tout faire soi-même. Cela dit, il y a un certain nombre de choses qu'il faut faire soi-même. J'évoquais le cas de Cdiscount. Aujourd'hui, Cdiscount, pour avoir une idée concrète, c'est plus de 1000 ingénieurs qui justement travaillent sur tous ces sujets-là, sur l'intelligence artificielle, sur le machine learning, sur le paiement, sur l'identification client, enfin sur de nombreux sujets. Et donc il faut recruter des nouveaux profils, ça c'est très important, des gens qui viennent de l'innovation, du marketing, du design, enfin de l'UX design, et c'est nouveau.
pour nous qui sommes des distributeurs. Et j'imagine que c'est la même chose chez Edenred. Et il faut trouver les moyens intelligents de collaborer avec des petites startups dans le cadre de partenariats, parfois de petites acquisitions, parfois via des fonds qui nous conseillent de travailler avec eux, et donc être disponible et très ouvert à ce nouvel écosystème. Je prends encore quelques questions. Marilyn, ne pensez-vous pas que cette abstraction monétaire va en défaveur de l'apprentissage de comptabilité chez les plus jeunes? Je suis pas sûr de ça parce que je comprends bien la question. La réalité aussi, c'est que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que les nouveaux moyens de paiement digitaux viennent avec tout un univers de services associés qui permettent à l'utilisateur en fait d'être beaucoup plus intelligent sur la gestion de son budget par exemple. Donc la notification instantanée, enfin le suivi instantané de votre solde, la notification dès qu'il y a une transaction, des services additionnels de suivi de vos dépenses, etc. Tout ça, un billet de banque, ça vous l'apporte pas. Et donc si les acteurs économiques qui sont concernés font bien leur job, c'est-à-dire apportent au-delà du simple fait de payer de façon digitale des services additionnels, eh bien au contraire, je pense qu'on donne des outils aux consommateurs pour au contraire être plus en contrôle de leur budget. Il ne faut pas une certaine maturité pour justement se dire ok, je vérifie, moi j'ai un billet, je sais si plus d'argent donc je peux plus dépenser. Il y a quand même une tentation pour les jeunes. Une tentation, mais le digital permet justement de pousser des informations vers le consommateur. Et justement, tout à fait, par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, donc on peut payer en 4 fois maintenant. Est-ce qu'on ne pousse pas un peu au surendettement? Non, absolument pas. En fait, on offre. Le paiement en 4 fois existe depuis très longtemps. Oui, mais c'est accessible maintenant. Le crédit à la consommation. Ce qui a changé, c'est son accessibilité en temps réel. Cdiscount est un bon exemple puisque Cdiscount propose des solutions de paiement en 4 fois et le succès est très important. En fait, moi, je pense que les consommateurs sont éduqués et au fond, on leur propose une solution de plus pour faire face à un achat important. Par exemple, chez Cdiscount, quand vous avez un panier de 500 ou 1000 euros, ça peut aider un grand nombre de nos consommateurs de payer, d'étaler le paiement et de payer en plusieurs fois. Quand on propose le paiement différé dans nos grandes surfaces alimentaires, chez Géant et Casino Supermarché, l'objectif, c'est de permettre à certains clients de ne pas se serrer la ceinture à la fin du mois quand c'est un peu plus difficile, en reportant de quelques jours le paiement, parce que ces quelques jours leur permettront de bénéficier de leur salaire, des allocations, etc. Et donc, c'est davantage une facilité qu'on offre à nos clients. L'objectif n'est absolument pas de générer un surendettement. Et d'ailleurs, il y a des garde-fous. C'est limité à un certain plafond. Tout le monde n'y est pas éligible. Voilà. Edenred intervient auprès des flottes d'entreprises pour le paiement du carburant et des péages. Va-t-on vers un paiement global des frais de mobilité? Ah oui, là c'est tout à fait effectivement une tendance qui est très importante, la mobilité globale du salarié ou du citoyen en général. Et tout à fait dans la stratégie qu'on poursuit dans les solutions de mobilité, qui représente 25% de notre chiffre d'affaires aujourd'hui, donc c'est quelque chose de très important. On est en fait... j'ai envie de dire, c'est toujours le même sujet, exactement dans la même tendance, c'est-à-dire venir au-delà de l'instrument de paiement qu'on peut fournir, venir avec toute une série de services additionnels. Donc ça peut être du péage, ça peut être de la maintenance du véhicule, ça peut être l'accès à d'autres façons non de limite. Voilà, exactement. En fait. Et ça c'est très important parce que c'est vraiment la tendance du digital et ce qu'apporte le digital, c'est cette capacité, notamment à travers le mobile, qui est l'instrument majeur pour ça, de venir concentrer en un seul endroit toute une série de services à valeur ajoutée pour les consommateurs. Et ça, c'est vraiment quelque chose que le digital apporte et sur lequel on essaye bien sûr de surfer pour amener une expérience plus intéressante à nos utilisateurs. On a une question de William. Hi from London. So globally speaking, when do you predict the end of cash? Voilà, c'est tout clair. William, C'est une bonne question. Alors après, on peut regarder, si on commence par l'Europe, encore une fois, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a certains pays qui y sont déjà. Ouais. Donc on a parlé des pays d'Europe du Nord, des pays qui en sont plus éloignés, comme l'Allemagne. Mais quand on regarde les taux d'adoption du paiement mobile que j'évoquais par exemple tout à l'heure en Espagne, et le renouvellement générationnel, qui encore une fois est un facteur démographique incontestable et qui va avoir un effet lourd,
c'est difficile à dire, mais je pourrais tout à fait imaginer la majorité des pays européens dans la situation de la Suède d'aujourd'hui, à horizon 10 ans maximum. Ah oui, ouais. c'est proche. Et si vous regardez la Chine, c'est quasiment déjà une réalité. Hein. C'est-à-dire qu'aller trouver un billet de banque dans les rues de Shanghai, pour être allé à Shanghai il n'y a pas très longtemps, on ne voit pas de cash. Enfin, les gens utilisent leur téléphone pour payer, en tout cas dans les grandes surfaces alimentaires. Vraiment. Donc c'est déjà une réalité dans certains pays. Oui, mais justement, on a dit, donc il y a plein d'avantages. Donc voilà, c'est moins cher, c'est plus rapide, c'est plus simple et tout. Mais c'est-à-dire, il faut peut-être faire un peu de pédagogie. Il faut accompagner justement pour qu'on puisse adapter ça plus facilement. Non, on a déjà eu l'occasion de le dire un peu entre les lignes, mais on a un gros effort de pédagogie à faire, notamment vis-à-vis de générations qui sont un peu moins technophiles et un peu moins digitales, ce qui sera l'occasion peut-être de créer des emplois. On l'observe très concrètement dans nos magasins. Il y a beaucoup de gens qui sont intéressés, qui se manifestent, mais qui ont encore un peu de mal à manipuler, à bien manipuler leur téléphone, les outils digitaux, mais qui en revanche demandent, et donc on les aide via la formation de nos personnels en magasin, puisque c'est quand même eux qui ont l'interface humaine avec le client, et c'est ça l'enjeu. En termes d'adoption, ce qu'on observe, c'est qu'une fois que les clients ont effectué un premier paiement, c'est addictif. Et le taux, ce qu'on appelle le taux de répétition, est très très important. Une fois que vous avez enregistré votre carte bancaire dans une application ou sur un site internet, c'est tellement facile de payer que vous l'utilisez systématiquement. C'est-à-dire les vendeurs aident les clients à utiliser pour la première utilisation, en leur montrant comment ça fonctionne, en répondant aux questions que posent les gens. Je vous donne un exemple. Là, dans l'application, pour être un peu plus précis, on propose au client d'enregistrer sa carte bancaire et de la lier à son compte de fidélité. De sorte que quand il passe à la caisse, il n'a plus qu'à présenter le code barre digitalisé qui fait office à la fois de carte bancaire et de carte de paiement. Les clients, en tout cas certains d'entre eux, sont la première fois un peu perdus. On essaie de l'expliquer via l'application. Ça suffit pour les gens qui sont bien habitués et bien digitalisés. C'est pas suffisant pour d'autres populations et notamment les seniors. Et là, il y a tout un travail d'explication et de pédagogie à faire pour leur expliquer, pour les rassurer quant à la sécurité en réalité supérieure par rapport aux autres moyens de paiement. Et une fois qu'ils l'utilisent, on observe un taux de répétition qui est vraiment énorme. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils l'ont utilisé une première fois, ils l'utilisent, ils le réutilisent. Et ça, c'est pour les raisons qu'on évoquait, c'est plus rapide, c'est plus simple. Il y a des services additionnels. Après, on n'a plus envie de revenir au cash. Non, mais c'est vrai que... Oui, c'est ça. Mais justement, la pédagogie, on dit toujours, ce sont en fait les écoles, là où il faut faire de la pédagogie. Vous faites chez vous, et là, les institutions privées, vous faites également. Non, mais exactement. Et je vais vous donner un autre exemple complémentaire qui est, je reviens sur l'exemple que j'évoquais tout à l'heure du programme de paiement des salaires de façon digitale à Dubaï. Là, on met en place des actions extrêmement concrètes sur le terrain où on va former les salariés dont l'employeur a décidé d'utiliser un paiement digital pour les salaires. On va les former très concrètement. C'est des sessions sur le terrain où on va leur montrer, voilà, l'application ça fonctionne comme ça, la carte de paiement ça fonctionne comme ça. Donne-moi ton passeport pour qu'on puisse faire l'enregistrement de ton identité, etc., etc. On les prend véritablement par la main et ça marche extrêmement bien parce qu'on constate exactement la même chose, c'est-à-dire qu'une fois que le premier acte de paiement digital a été fait, la confiance est là. On parlait de la confiance tout à l'heure. La confiance dans le système est là et derrière ça se répète à haute fréquence. C'est deux éléments pour compléter. Nous, par exemple, on propose une solution de self-scanning et on peut payer dans l'application les produits qu'on a scannés soi-même. On a mis à l'entrée de nos magasins, de certains de nos magasins, des forces de vente supplétives pour faire la démonstration aux clients. Et ça, c'est absolument indispensable parce qu'on montre aux clients ce qui est possible et ça change les habitudes et les clients en sont absolument ravis. Pourquoi ? Parce qu'on parle d'expérience augmentée, mais quand on utilise son téléphone, on peut bénéficier de plein d'offres additionnelles, des promotions qui sont envoyées au client en temps réel en fonction de ce qu'il a scanné comme produit. Il peut voir son ticket de caisse en temps réel et donc il a un outil de suivi budgétaire intéressant, ce qui n'était pas le cas quand on mettait juste les articles dans un panier et qu'on allait payer avec la surprise de savoir quel était le montant, parfois une mauvaise surprise. Et l'autre élément important, c'est que il y a un effet boule de neige.
Ça, on l'a très bien observé en France avec le paiement sans contact. Au début, c'était confidentiel, il y a quelques personnes initiées qui utilisaient le paiement sans contact, et au fur et à mesure, moi le premier, on a observé plein de gens payer avec sa carte bancaire sans contact, et on se dit, en fait, c'est quand même beaucoup plus rapide, c'est pratique, pourquoi je ne le débloquerai pas moi aussi? Et ce phénomène boule de neige, il est vraiment important, et parce qu'il est facteur de confiance. En fait, la confiance, elle ne se dit pas, elle s'observe, et les gens observent d'autres personnes utiliser le moyen de paiement, se disent il y a plein de gens qui l'utilisent, ça veut dire que c'est sécurisé. J'utilise pas, et il y a un effet viral. On a une question de Summer. So, hello, I'm watching this webcast from Taiwan. What about Africa? Do you think digital payments can encourage economic growth? How to implement it? Alors donc absolument sur le continent africain, qui est un continent qu'on observe de très près chez Edenred, on est présent dans un certain nombre de... Parce qu'on l'a pas encore mentionné, on a parlé de l'Asie. Alors là on est sur un phénomène encore différent, où vous êtes peut-être familier avec le terme leapfrog, c'est-à-dire c'est ce qui se passe beaucoup dans le continent africain, c'est-à-dire que dans bien des domaines, le continent africain en fait vit une évolution en fait beaucoup plus rapide que ce qu'ont pu connaître d'autres continents. Et c'est vrai dans le monde des paiements en particulier, donc adoption massive du mobile money dans un certain nombre de géographies, en Afrique de l'Ouest, en Afrique anglophone, Tanzanie, etc. Et donc là, on a effectivement, alors si je devais caricaturer, je dirais que l'Afrique en quelques années est passée de j'ai pas de téléphone fixe, j'ai pas de compte en banque, à je fais de la banque sur mon téléphone. Je manipule de l'argent sur mon téléphone. Et ce, en quelques années. Et donc là, on est vraiment sur quelque chose d'assez massif, alors qui s'exprime de façon assez différente de ce qu'on voit en Chine ou en Amérique du Sud, dans la mesure où il y a une infrastructure bancaire, pour le coup, qui est beaucoup moins existante qu'en Asie ou en Amérique du Sud. Donc c'est plus challenging en termes d'infrastructure de base pour pouvoir s'appuyer dessus. En revanche, les opérateurs de mobile money, donc des opérateurs de téléphonie mobile en Afrique, ont accéléré énormément l'inclusion financière du continent, et c'est encore en train de se développer. Il y a de plus en plus de pays africains qui adoptent le mobile money, et c'est un véritable vecteur d'inclusion financière. Mais là, c'est majeur, c'est-à-dire qu'on a vraiment des habitants d'Afrique qui passent d'une inclusion financière vraiment nulle à voilà, je fais de la banque sur mon téléphone, quoi. Ouais. Vous voulez ajouter quelque chose sur le continent africain? Je suis entièrement d'accord. Là, il y a un phénomène où, en fait, il n'y a pas d'alternative. Et donc, les gens, ce contre quoi on lutte, si je puis dire, en Europe, c'est contre l'habitude. Ça fait des années que je paye avec ma carte bancaire ou avec du cash. Pourquoi est-ce que je changerais? Au fond, c'est pas plus mal. Oui. Je prends un peu plus de temps, mais voilà. Quand on n'a pas le choix, on adopte directement et massivement, et c'est bien ce qu'on observe en Afrique. C'est vrai que depuis une dizaine d'années, la monnaie électronique s'est très fortement développée. Le taux de pénétration des smartphones est chaque année plus important, et des taux de croissance très importants. Et les banques sont en train de s'adapter, de proposer des solutions. Et donc l'Afrique est un cas particulier, mais très intéressant. Très bien, donc il nous reste juste un peu de temps pour la conclusion. Peut-être si vous voulez ajouter quelque chose. Moi, ce que je retiens de tout ce qu'on s'est dit, c'est d'abord, on a beaucoup parlé de la notion de confiance, et ça, je pense que c'est vraiment une notion très importante pour des sociétés comme les nôtres, qui sont, on va dire, des acteurs dans le monde des paiements digitaux, parce que la confiance crée l'adoption. Et sans confiance, il n'y a pas d'adoption. Et la confiance vient d'efforts irréprochables en termes de sécurité. Ça, je pense que c'est un premier truc que je retiens. Et le deuxième truc que je retiens, c'est l'effet générationnel, qui est un effet démographique qui est implacable, comme tous les effets démographiques, et qui fait que l'arrivée sur le marché du travail et à l'âge adulte en général des générations nativement digitales va continuer à accélérer l'adoption des moyens de paiement digitaux. Et ça, je pense que c'est un phénomène vraiment massif, lourd, qui va continuer à tirer vers le haut les courbes d'adoption du paiement digital. Merci. Cyril, vous voulez... Et moi, j'en ressors. Alors, merci à tous les auditeurs pour leurs questions qui étaient très, très pertinentes. Et il reste encore beaucoup. On va désolé de ne pas pouvoir répondre à toutes les questions. Moi, j'en ressors encore plus convaincu que le paiement 100% digital va s'imposer assez vite. Alors à quel horizon? Est-ce que c'est 10 ans? Est-ce que c'est 20 ans? Et ça dépendra probablement un peu des zones géographiques, mais c'est sûr, en tout cas j'en suis convaincu qu'il va s'imposer. Et les raisons, je les ai évoquées, et ça me paraît évident. Alors, de même que la démographie est implacable, la simplicité d'utilisation, la
la rapidité, la sécurité, c'est bien ce qu'on observe. Hein. On est passé du cash à la carte bancaire parce que c'était plus simple, plus sécurisé. Il n'y a aucune raison qu'on passe pas de la carte bancaire à un paiement à un compte de monnaie électronique, un e-wallet, parce que c'est plus sécurisé et plus simple. Bon, voilà. Merci beaucoup à vous deux. Merci à notre public, merci d'avoir participé et un grand merci bien évidemment à vous. Merci pour toutes vos questions. Je sais, il y a encore pas mal de questions, donc vous pouvez continuer les débats sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag Let's Talk et Innovation. Et moi, c'est juste vous dire merci beaucoup. Vous pouvez regarder cette émission en replay sur le site www.letstalkinnovation.com. Voilà, allez-y. Continuer à discuter en utilisant les hashtags et à la prochaine fois. Merci beaucoup.